Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cassette audio du Manoir des Geeks sur Spider-Man. Dans cette cassette, je reviendrai sur ce qui définit le personnage de Peter Parker, ce qu'il a construit et détruit avant de donner le super-héros que l'on connaît, son évolution en tant que Spider-Man, les arcs incontournables du comics, les versions alternatives du héros des différentes terres, les adaptations cinématographiques et animations du personnage, ainsi que les jeux vidéo qui lui sont dédiés. Mais avant, reprenons les bases. Peter Parker, Spider-Man, a été créé par Stan Lee et mis en image par Steve Ditko dans le célèbre et dernier numéro du comics Amazing Fantasy XV d'août 1962. Le personnage apparaît dans ce qui semblait être un one-shot, mais devant le succès critique de ce nouveau venu dans l'univers Marvel, Spider-Man aura le droit à sa propre série de comics, les comics Amazing Spider-Man. Peter Parker est un jeune adolescent simple, passionné par les sciences, cultivant son intelligence et surtout solitaire, de par son intellect et sa passion peu commune. Mordu par une araignée radioactive lors d'une exposition sur la radioactivité, notre héros aura été marqué par 3 drames dans sa vie. Le premier drame qu'il a vécu survient lors de son enfance, avec son abandon par ses parents avant leur mort. Richard et Mary Parker sont agents secrets pour le compte de la CIA. Ils sont engagés par Nick Fury et rejoignent une cellule spéciale qui deviendra plus tard le SHIELD. Au cours d'une mission en Algérie, où ils devaient rassembler des informations pour démanteler un réseau criminel mené par Crâne Rouge, Richard et Mary Parker trouveront la mort à bord d'un avion qui sera saboté par un complice de Crâne Rouge après que ce dernier ait découvert leur véritable identité. Crâne Rouge falsifiera des documents pour que Richard et Mary Parker soient accusés de trahison par leur propre gouvernement post-mortem, soit après leur mort. C'est juste avant cette mission qu'ils déposent le jeune Peter chez May et Ben, le frère de Richard, sans plus d'explications. Cet abandon fera de Peter un solitaire, extrêmement proche de son oncle et de sa tante. Le second drame arrive à l'adolescence, lorsque son oncle Ben se fait tuer par un cambrioleur dans sa propre maison. Tout juste mordu par l'araignée radioactive, Peter donne des spectacles sur une émission télé en tant que Spider-Man. Alors qu'il entre dans les coulisses, épuisé par sa performance sur le plateau, il laissera passer devant lui un homme coursé par un policier qui s'échappera par un ascenseur. Le policier lui demandera alors pourquoi il ne l'a pas retenu, ce à quoi il répondra qu'il était épuisé et qu'à cet instant, il ne voulait penser qu'à lui. Quelques jours plus tard, Peter rentrera chez lui en trouvant la police sur place, qui lui expliquera qu'un cambrioleur a tué son oncle. Il le poursuivra avant de l'arrêter et de découvrir qu'il s'agissait de l'homme qu'il avait laissé filer dans les coulisses de l'émission. Cette épreuve apprendra à Peter à penser d'abord aux autres avant de penser à lui, à se donner à fond quel que soit son état et à toujours se relever tant qu'il le peut. Le troisième drame arrive à sa vie d'adulte lorsque le Bouffon Vert tue Gwen Stacy, son premier amour. Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, souffre d'amnésie. Il ne sait plus que lui et Spider-Man se sont affrontés récemment et qu'il a découvert l'identité secrète du super-héros. Norman veille son fils Harry Osborn en pleine overdose de drogue. Alors qu'il s'énerve sur Peter, la mémoire lui revient et il redécouvre que Peter Parker est Spider-Man. Dans sa folie, il rend Spider-Man responsable de l'état de son fils, et pour se venger, il décide de le tuer. Alors que le bouffon se rend dans l'appartement que Peter partage avec Harry, il trouve Gwen Stacy qui attend Peter. Le bouffon enlèvera Gwen et la déposera au-dessus du pont de Brooklyn pour attirer Spider-Man. À la suite de leur combat, elle tombera du pont. Spider-Man la rattrapera avec sa toile, lui brisant involontairement la nuque dans le sauvetage. On apprendra plus tard que Gwen était éveillée mais paralysée et qu'elle a tout entendu des échanges entre le Bouffon Vert et Spider-Man. Elle apprend ainsi de la bouche du bouffon que Peter est Spider-Man, le responsable de la mort de son père selon elle. C'est les larmes aux yeux, la confiance brisée et pleine de tristesse qu'elle quittera le monde. Cette dernière tragédie renforcera l'idée de conserver son identité secrète, de ne jamais mêler sa vie privée à celle de Spider-Man, et lui apprend à ses dépens que sa vie en tant que Spider-Man prendra toujours le pas sur sa vie en tant que Peter Parker. Voilà les 3 drames qui ont à la fois détruit et construit Peter Parker, un jeune homme passionné par les sciences et dont les pouvoirs et l'intelligence triomphent de ses adversaires. Peter est un personnage intelligent qui tient aux autres et qui profite de son identité secrète pour vendre des photos au Daily Bugle afin d'aider sa tante May à payer les prêts et les factures, mais aussi financer ses études à la fac. Voyons maintenant l'évolution de Spider-Man à travers le temps. Après avoir été mordu par une araignée lors d'une expérience sur la radioactivité, Peter est pris de vertige. Il sort prendre l'air, et alors qu'il marche dans la rue, il ne voit pas la voiture arriver qui va le percuter.
Il bondit instinctivement dans les airs et atterrit sur la surface d'un mur à laquelle il adhère comme une araignée. Peter se rend compte que ses capacités ont également été décuplées. Il se déplace extrêmement vite sur la paroi, il peut tordre le métal comme s'il pliait du papier, son agilité et son sens de l'équilibre ont explosé. Le scientifique en lui veut pousser l'expérience plus loin, pour voir de quoi il est capable. Peter décide alors de relever un défi dans une arène qui propose 100 $ à celui ou celle qui peut rester 3 minutes sur le ring face au Monsieur Muscle, Crusher Hogan. Peter rentre chez lui et passe de vieux vêtements, il abandonne ses lunettes et se masque avec ce qui semble être des collants. Il retourne à l'arène et teste ses pouvoirs. Dans la foule, le producteur de l'événement le remarque et lui propose de venir dans une émission pour montrer de quoi il est capable. Après avoir empoché les 100 $ promis, Peter accepte et rentre chez lui pour préparer sa prestation. Le petit génie se fabrique alors un costume, des lance-toiles et de la toile en cartouche, grâce à des produits chimiques issus majoritairement de la photographie, l'une des passions de Peter. Spider-Man débutera sa carrière en tant qu'artiste devant une caméra. Peter le scientifique devient Spider-Man l'artiste. Il grimpe au mur, éteint des bougies avec sa toile, saute, descend du plafond, un parfait personnage pour le divertissement. Après que Peter ait appris le décès de son oncle, il enfile son costume de Spider-Man et part à travers la ville pour se venger du tueur de Ben. C'est en découvrant le visage de l'homme qu'il a laissé filer dans les coulisses que Spider-Man abandonnera la vengeance pour la justice en l'emprisonnant dans une toile et en le livrant à la police. Quelque temps plus tard, les Parker ont de grosses difficultés financières, car seul Ben travaillait. Peter va penser un instant à voler de l'argent grâce à Spider-Man et ses pouvoirs pour se sortir de leur situation critique. Mais après réflexion, il se rend compte que s'il se fait prendre, sa tante se retrouvera toute seule et qu'elle mourra de chagrin s'il finissait en prison. Et c'est ce seul argument qui fait que Spider-Man ne deviendra pas un super vilain. C'est pour les autres, et notamment pour sa tante, qu'il fait ce choix. Peter compte donc sur l'émission télé pour les aider financièrement. Après l'émission suivante, le producteur lui demande son nom, afin de lui signer son chèque. Peter refusera de donner son véritable nom au producteur pour son paiement. Chèque qu'il sera donc incapable d'encaisser. Spider-Man jouit d'une incroyable popularité à travers New York grâce à son spectacle à la télé. Mais le producteur lui annonce que l'émission ne sera plus diffusée. La faute à J. Jonah Jameson, qui monte l'opinion publique contre Spider-Man dans son journal, le Daily Bugle. Ainsi, la carrière du Spider-Man artiste s'arrête ici. Mais comble de l'ironie, alors que le fils de Jameson, un astronaute, perd le contrôle de sa navette spatiale lors d'un décollage, Peter enfilera son costume pour sauver John Jameson de sa navette devant les caméras. Son père, J. Jonah Jameson, sera convaincu que Spider-Man voulait voler la gloire de son fils et lui vouera une haine féroce qu'il exposera dans son journal dès qu'il en aura l'occasion, c'est-à-dire à chaque jour de sa vie. Spider-Man devient un héros pour certains, une menace pour d'autres. Peter se fabriquera des accessoires pour compléter son costume, comme des traceurs pour localiser les ennemis en fuite, une boucle de ceinture avec une lumière rouge vive et des motifs en toile d'araignée pour aveugler ses adversaires, et des compartiments dans sa ceinture pour y placer ses réserves de cartouches de toile. Au fur et à mesure du temps, le caractère de Spider-Man changera. Si Peter Parker porte le poids du monde et des responsabilités sur ses épaules, Spider-Man, lui, permettra à Peter d'évacuer ce poids via les affrontements avec les méchants et surtout son humour qui énervera ses adversaires. On apprendra bien plus tard, dans l'excellent arc Secret Wars Spider-Man renouveler ses vœux, que les blagues de Spider-Man ont plusieurs objectifs et effets. Cela permet à Peter de se concentrer, de calmer les civils. Quand elles font rire les méchants, elles entraînent le plissement de leurs yeux, réduisant ainsi leur champ de vision, fait partir leur tête en arrière, dévoilant leur jugulaire où Spider-Man peut frapper. Quand elles les énervent, cela les déconcentre et ils sont moins attentifs à l'affrontement. En parlant d'arcs de comics, voyons-en quelques-uns par ordre de sortie qui sont incontournables dans la mythologie du Spider-Man classique, dit de la Terre 616. Nous allons parler des arcs de la mort de Gwen Stacy, de la controversée saga du clone, du costume symbiotique, de la dernière chasse de Kraven, du rassemblement des 5 et du chapitre final, de la saga L'Autre, du controversé Un jour de plus, de Métamorphose, et enfin de Secret Wars, Spider-Man renouveler ses vœux. Même si parfois je ne rentrerai pas dans les détails de ces arcs, de nombreux éléments d'intrigue et certaines fins seront dévoilés dans cette section.
Si vous ne voulez pas vous spoiler et lire ces différents arcs, je vous conseille de vous rendre à ce timecode. Mon intuition d'araignée m'avertit d'un danger. Le premier arc à sortir du lot est l'arc de la mort de Gwen Stacy, The Night Gwen Stacy Died. Il fait partie des premières histoires qui ne sont plus écrites par Stan Lee. On doit cet arc au scénariste Jerry Conway et au dessinateur Gil Kane dans les numéros 121 et 122 du comics The Amazing Spider-Man, publié en juin et juillet 1973. Dans cet arc, Gwen est enlevée dans l'appartement que Peter partage avec Harry et tuée dans un combat opposant Norman Osborn en bouffon vert à Spider-Man. Nous avons déjà abordé le début de cet arc un peu plus tôt, mais ce qu'il faut souligner, c'est le rôle qu'a joué le personnage de Mary Jane. Après la mort de son premier amour, Peter est dévasté. Il est amer, triste, plein de regrets, s'en prend à ses proches comme Robbie Robertson, J. Jonah Jameson, Harry Osborn ou encore Mary Jane Watson. Alors que Mary Jane l'attend à son appartement pour le soutenir dans son deuil, elle lui avoue qu'elle est bouleversée par la mort de Gwen. Ce à quoi Peter lui répond violemment qu'elle ne serait même pas désolée si sa propre mère mourait et qu'à part s'amuser, elle ne savait rien faire d'autre. Puis il lui demande de partir. Mary Jane, en larmes, se dirige vers la porte, l'ouvre, regarde Peter, reste immobile dans l'appartement avant de finalement refermer la porte d'un geste déterminé et rester à l'intérieur avec lui. Voici comment, en 3 cases de BD, sans aucun dialogue, Gil Kane a réussi l'exploit de donner une telle force et une telle importance au personnage de Mary Jane Watson dans la vie de Peter. L'arc de la mort de Gwen Stacy sera repris et complété 2 fois. La première fois où on apprendra que Gwen était consciente lorsque le Bouffon Vert et Spider-Man se sont affrontés sur le pont. La seconde fois où l'on découvre avec stupeur que Norman Osborn et Gwen ont eu une liaison d'un soir qui a donné naissance à des jumeaux en quelques mois seulement. Jumeaux que Norman Osborn voulait récupérer pour les élever comme ses héritiers en tant que Bouffon Vert, puisqu'Harry était une totale déception pour Norman. Les jumeaux Stacy, qui avaient été conçus alors que le sérum du bouffon coulait dans les veines d'Osborn, eurent une gestation et un développement hors du commun. Ils ont grandi plus vite que des enfants normaux et disposent de capacités physiques extraordinaires. Osborn fit tout pour les arracher à Gwen, mais cette dernière refusa catégoriquement de les lui laisser. Dans cet arc, c'est cet événement qui décida Norman Osborn à enlever Gwen pour attirer Spider-Man et les tuer tous les deux. Je trouve que la mort de Gwen est un tournant dans l'histoire de Spider-Man, mais également dans les comics de manière plus générale. On découvre un Peter Parker bouleversé, presque mauvais avec son entourage, dessiné parfois avec un visage de méchant, qui met le lecteur mal à l'aise en lui faisant comprendre que Peter ne réagit pas au deuil comme on devrait s'y attendre de la part d'un héros. Cela le rend encore plus humain et avertit le public sur ce qui peut se passer à l'avenir dans les comics Spider-Man. Les histoires changent, les personnages aussi. Second arc incontournable, la saga du clone, démarrée en 1975 par Jerry Conway et Ross Andru dans les numéros 141 à 151 de The Amazing Spider-Man, elle sera continuée et achevée de 1994 à 1996 dans les différentes séries de comics mensuels du tisseur, comme The Spectacular Spider-Man ou encore Peter Parker Spider-Man, qui ont vu le jour après le succès de la première série, The Amazing Spider-Man. Dans cet arc, Miles Warren, professeur de sciences, ayant fait cours à Peter et à Gwen, dont il était secrètement amoureux, devient le Chacal. Il développe une technologie de clonage et se met à cloner des êtres humains afin de s'en servir contre Spider-Man, qu'il rend responsable de la mort de son amour. On retrouve des clones de Gwen, du Chacal, mais aussi des clones de Peter Parker, avec Kane, un clone dégénérescent, et Ben Reilly, un clone réussi. Dans cet arc, Peter Parker et Ben Reilly se confrontent car ils croient tous les deux être le véritable Spider-Man et veulent chacun retourner auprès de Mary Jane Watson et de Tante May. Après de nombreux retournements de situation, Peter restera à New York avec Tante May et MJ et Ben partira pour San Francisco pour refaire sa vie. Avec cet arc, Marvel tente une sorte de soft reboot en laissant de côté Peter Parker dont la vie avait atteint une sorte de conclusion et lance la série Scarlet Spider pour prendre la suite avec un nouveau Peter Parker Spider-Man sous les traits de Ben Reilly, Scarlet Spider. Il s'agira d'un Spider-Man plus violent qui utilise parfois des armes à feu. Ce nouveau héros offre de nouvelles possibilités de méchants, de romance, mais le lectorat n'accroche pas aussi bien qu'avec le véritable Spider-Man. Marvel décidera finalement de conserver la série principale avec Peter Parker Spider-Man et fera de Ben Reilly Scarlet Spider une série secondaire.
À l'époque, la saga du clone avait été détestée par le lectorat, car on avait essayé de lui faire croire qu'après son introduction et les quelques années passées à la lire, nous n'avions pas suivi le vrai Spider-Man mais son clone. Le faux twist scénaristique avait été de révéler que Peter était le clone et Ben l'original. Tout est rentré dans l'ordre avec la fin de la saga, et elle est un peu plus appréciée de nos jours, sachant comment elle se termine. J'ai plutôt bien aimé cet arc, ne l'ayant pas connu à l'époque, j'ai également été choqué lorsqu'on nous fait croire que le clone était Peter. J'ai trouvé la conclusion à la hauteur, avec la révélation de l'identité du grand architecte derrière tout ça, le Bouffon Vert. Bouffon qui avait tout fait pour que Warren réussisse ses expérimentations sur ses clones, pour se venger de Spider-Man, et devienne ainsi la cible du héros, tout en restant lui-même dans l'ombre. Nouvelle saga importante, celle du costume symbiotique, qui démarre avec le crossover Secret Wars 1 de mai 1984, écrit par Jim Shooter et illustré par Mike Zeck et Bob Layton. Crossover qui devait à la base s'intituler Cosmic Champions, mais qui a été renommé comme on la connaît aujourd'hui après des échanges avec l'équipe de réflexion de chez Mattel qui fabriquait les figurines Spider-Man, car les thèmes Secret et Wars avaient obtenu des retours positifs auprès des enfants. Dans cette histoire, le Beyonder, une entité cosmique surpuissante, fasciné par les super-héros de la Terre, conçoit une planète, le Battle World, sur laquelle il les envoie se battre contre de nombreux super-vilains. Ceux qui auront terrassé leur adversaire se verront offrir tout ce qu'ils désirent. À la suite de cette bataille, le costume de Spider-Man est gravement endommagé. Il utilise une machine du Battle World pour s'en concevoir un autre et créer le costume noir. De retour sur Terre, dans le comics The Amazing Spider-Man 252, il arborera ce costume durant 4 longues années. Costume qui prend son origine dans un dessin d'un lecteur du comics, Randy Schuller, que l'éditeur en chef de chez Marvel et scénariste Jim Shooter achètera pour 220 $ afin de servir de nouveau costume pour Spider-Man. Le costume sera retravaillé par Mike Zeck afin de se rapprocher un peu plus de celui de Spider-Woman, et représentera une volonté de l'équipe éditoriale de changer le costume de Spider-Man et d'en faire un plus sombre et plus adulte. C'est bien plus tard que l'on apprendra que le costume noir était en réalité une entité symbiotique, ayant la capacité d'utiliser sa propre matière comme toile, de changer d'apparence, ou encore de guérir son hôte. Le symbiote inhibe le sens d'araignée de Spider-Man et n'a que 2 faiblesses, les ultrasons et le feu. Devant le peu de retours positifs qu'a le costume noir auprès des lecteurs, et malgré la tournure vers une entité cosmique au pouvoir singulier, le costume noir, ou plutôt le costume symbiotique, sera abandonné par l'équipe éditoriale. On le verra prendre le contrôle de Peter Parker alors qu'il dort et mettre la pagaille dans sa vie en levant ses barrières et en accentuant sa violence physique et verbale. Il quittera Peter dans un clocher pour finalement fusionner avec Eddie Brock et devenir Venom. J'aime beaucoup les nouvelles capacités que procure le costume symbiotique à Spider-Man, le fait que ce soit un alien, que sa matière noire soit en réalité de la matière organique et que le symbiote puisse prendre la forme qu'il veut. J'apprécie également que cette fusion avec le symbiote ne soit que temporaire, que Peter décide de s'en séparer et que le symbiote cherche à se venger de cette séparation en fusionnant avec Eddie Brock et en devenant Venom. Parlons maintenant de la très populaire saga de la dernière chasse de Kraven. Fearful Symmetry, Kraven's Last Hunt, écrit par John Mark DeMatteis et illustré par Mike Zeck. Cette histoire est publiée dans les comics Web of Spider-Man 31-32, The Amazing Spider-Man 293-294 et Peter Parker de Spectacular Spider-Man 131-132, en octobre et novembre 1987. Au début de cette histoire, on retrouve Kraven le chasseur, déshonoré par les nombreuses batailles perdues contre Spider-Man et préparant ce qui semble être son ultime affrontement contre l'homme araignée. On y découvre un Kraven presque schizophrénique qui d'un côté est fatigué de ses batailles, se sent vieux et veut en finir avec cette névrose contre Spider-Man, et d'un autre côté, un Kraven au top de sa forme physique, préparé comme jamais, prêt pour son dernier combat. Kraven traque Spider-Man, le drogue, le bat et l'enterre à demi-mort dans un cimetière avant de prendre sa place. Pendant les 15 jours où Spider-Man est enterré vivant, la schizophrénie de Kraven va s'accentuer, le faisant osciller entre un Sergei Kravinov fatigué, un Kraven le chasseur victorieux dévorant des araignées, et un Kraven le chasseur voulant prendre la place de Spider-Man.
Il va revêtir un costume noir comme celui que Spider-Man portait et prendre sa place dans les rues de la ville. Il sauvera même Mary Jane Watson d'une agression en attaquant violemment ses malfaiteurs sous les traits de Spider-Man. Mary Jane comprendra alors que Peter n'est pas sous le costume et s'inquiétera de sa disparition. Après 15 jours sous terre, Spider-Man sort de sa tombe et retrouve Kraven pour un ultime affrontement. Ultime affrontement qu'il n'y aura pas. Kraven explique à Spider-Man que sa victoire sur lui est totale. Il l'a vaincu, l'a enterré et a pris sa place. Et la seule possibilité pour que sa victoire soit totale était que Spider-Man survive pour en être témoin. Et alors que Kraven laisse Spider-Man s'échapper pour partir à la poursuite de vermines qui tuent et dévorent des gens, las de toutes ses chasses et ayant enfin atteint l'ultime but de son existence, à savoir sa victoire sur Spider-Man, Kraven s'allume une cigarette, regarde une photo de sa famille, saisit une carabine et se fait sauter la tête. Les tourments psychologiques et le suicide de Kraven m'ont marqué au fer blanc lorsque j'ai relu La dernière chasse de Kraven. Car j'étais bien trop jeune lors de ma première lecture pour apprécier le côté sombre de son histoire et de ses personnages. Et c'est justement la profondeur de cette histoire et de ses personnages qui font de La dernière chasse de Kraven un des piliers de l'histoire de Spider-Man. Le prochain arc est un arc en 2 parties consécutives, le Rassemblement des 5 et le chapitre final, ou The Gathering of Five and the Final Chapter. Cet arc est publié sous les différentes séries de comics Spidey, à savoir Amazing Spider-Man 440-441, The Sensational Spider-Man 32-33, Peter Parker Spider-Man 96-97-98 et The Spectacular Spider-Man 262-263, en octobre, novembre et décembre 1998. Ces 2 arcs sont écrits par John Byrne, Howard Mackie, Todd Desago et sont illustrés par Joe Bennett, Raphaël Callanan, Norman Felchley, John Romita Jr. et Luke Ross. On retrouve Norman Osborn à la recherche de 5 artefacts maudits, ayant chacun la capacité de transmettre un unique pouvoir à leur possesseur lors d'une cérémonie rituelle. Il va convaincre les possesseurs connus de ces artefacts de se joindre à lui afin de réaliser la dite cérémonie et obtenir leur pouvoir. Ces 5 artefacts ont la capacité de transmettre l'immortalité, la puissance, la connaissance, la folie et la mort. Mais il n'y a aucun moyen de savoir quel artefact va transmettre quel pouvoir. Les possesseurs des artefacts se retrouvent pour procéder à la cérémonie et on retrouve Norman Osborn, Madame Web, Mattie Franklin, la nièce de J. Jonah Jameson, Maurice Maxwell, un trafiquant d'antiquités, et Gregory Hurd, le super vilain Override. Osborn se voit accorder la puissance et part pour tuer Spider-Man. À l'issue d'un combat épique, le bouffon vert tue Spider-Man au pied du Daily Bugle. Enfin, c'est ce qu'il croit, car il a en réalité hérité de la folie et non de la puissance. Osborn est en réalité entoilé au pied du Daily Bugle et semble complètement halluciné sur ce qui se passe. Spider-Man est bien vivant, il fait arrêter le bouffon vert et va empêcher le Daily Bugle de s'effondrer après l'explosion d'une bombe citrouille en soutenant la base du bâtiment à l'aide de son unique force sous les regards médusés de la foule et de Mary Jane Watson et J. Jonah Jameson. On apprend qu'Osborn a en réalité hérité de la folie, Madame Web de l'immortalité, Mattie Franklin de la puissance, Maurice Maxwell de la connaissance et Gregory Hurd de la mort. Cet arc a fait couler beaucoup d'encre, car il ramène à la vie Tante May, morte 3 ans plus tôt dans le célèbre Amazing Spider-Man 400. On y apprend que la May disparue plus tôt dans le comics n'était qu'une actrice payée par Osborn. Elle avait subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à May et a joué sa mort dans l'unique but qu'Osborn puisse faire souffrir Peter et se jouer de lui. La véritable May avait été enlevée par le bouffon, a suivi un lavage de cerveau et a été retenue prisonnière durant tout ce temps. À l'issue du chapitre final, Norman Osborn est arrêté et interné en hôpital psychiatrique. Tante May retrouve ses esprits et Peter brûle son costume de Spider-Man pour mener une vie normale avec MJ et sa tante May, apportant ainsi une conclusion parfaite à l'histoire. J'ai personnellement adoré ces 2 arcs, ils font partie de mes lectures arachnéennes préférées. Une sorte de cocktail parfait entre ce côté culte secret, pouvoir mystique, combat d'anthologie, révélation surprise et conclusion épique.
On sent avec cette histoire qu'une page de l'histoire de Spider-Man est définitivement tournée. L'arc suivant que je vais aborder introduit du mysticisme dans les origines de Spider-Man. Il s'agit de l'arc L'Autre, The Other, écrit par Peter David, Reginald Hudlin et Joseph Michael Straczynski, et illustré par l'excellent Mike Deodato Jr., Pat Lee et le très bon Mike Wieringo. Cet arc commence un peu plus tôt dans The Amazing Spider-Man 471, se poursuit dans le livre d'Ézéchiel ou The Book of Ezekiel en VO, publié dans les comics Amazing Spider-Man 506 à 508, avant de se lancer dans les numéros 525 à 528 de la série principale The Amazing Spider-Man et les séries secondaires Friendly Neighborhood Spider-Man 1 à 4 et Marvel Knight Spider-Man 19 à 22. Ces numéros ont été publiés de janvier 2004 à mars 2006. Alors que Spider-Man finit une patrouille dans la ville en faisant peur à des voleurs de voitures, il se pose sur un mur et se perd dans ses pensées. Lorsqu'il tourne la tête, il remarque un vieil homme adhérant au mur comme lui qui lui murmure « J'imagine que tu es fier de toi maintenant, normal, même si je trouve que tes talents pourraient être mieux employés, Peter. » Quel choc! Qui est cet homme? Pourquoi a-t-il les mêmes pouvoirs que Spider-Man? Et comment connaît-il l'identité de Peter? Il s'agit d'un vieil homme nommé Ezekiel Sims, qui a obtenu les mêmes pouvoirs d'araignée que Peter au même moment que lui. Il est ici pour le prévenir qu'un danger le menace sous la forme de Morlun, une sorte de créature vampirique qui absorbe et tue les porteurs de pouvoirs totémiques. Ezekiel explique à Peter que les pouvoirs de l'araignée lui ont été transmis par le totem d'araignée, une sorte d'entité supérieure. Cette entité avait décidé que l'araignée ayant mordu Peter devait lui transmettre les pouvoirs du totem de l'araignée lors de l'expérimentation durant laquelle il a été mordu. Peter apprend également dans cet arc qu'il est mourant. Après une analyse sanguine, il découvre que la radioactivité transmise par l'araignée est en train d'empoisonner son organisme. Alors qu'il vit avec Tante May et Mary Jane dans la tour Stark, à la suite de la destruction de la maison de May et pour plus de sécurité, Peter essaye par tous les moyens de trouver un remède à sa maladie. On apprendra plus tard qu'Ezekiel a en réalité usurpé les pouvoirs de l'araignée lors d'un rite qu'il a pratiqué dans un temple au Pérou, et que Morlun est une entité qui se nourrit de la force vitale, et plus particulièrement de la force vitale contenant des pouvoirs totémiques. Ezekiel essaye de convaincre Peter de s'enfermer dans son bunker le temps que Morlun disparaisse. Mais Peter refuse. À la suite d'un combat d'anthologie, Ezekiel meurt, tué par Morlun, qui massacrera ensuite Spider-Man. Et alors que Mary Jane pleure Peter dans le coma à l'hôpital, Morlun réapparaît pour achever sa cible. Mary Jane saute sur Morlun pour sauver Peter, mais la créature vampirique lui casse le bras, et au moment où il s'apprête à la tuer, Peter se réveille comme possédé par une force surnaturelle et à moitié métamorphosé en araignée. 2 dards sortent de ses poignets qu'il plante dans le corps de Morlun, ce qui a pour effet immédiat de le paralyser. Puis Peter tue Morlun avant de faire ses adieux à Mary Jane et mourir. Le corps de Peter est transporté à la morgue et quelques jours plus tard, il est retrouvé ouvert et vidé de son intérieur. Sur la jetée d'un pont, un cocon s'ouvre et Peter Parker en sort comme s'il avait mué. Spider-Man se retrouve avec 2 nouveaux pouvoirs, une vision nocturne et des dards paralysants, pouvoir qu'il gardera jusqu'à l'arc One More Day. J'aime le côté mystique des pouvoirs de Spider-Man et le fait que cela implique de redoutables adversaires surnaturels comme Morlun ou encore un peu plus tard, Shatra. L'histoire d'Ezekiel qui copie les pouvoirs de Spidey en réalisant son rituel, au moment même où Peter se fait mordre, nous montre bien la corruption de l'homme pour l'accès au pouvoir. Le côté pouvoir d'araignée lié à une force totémique aura divisé les fans, mais malgré ça, cet élément narratif sera repris pour l'arc Spider Island et les crossovers Spider-Verse, Spider-Geddon et End of the Spider-Verse. Dans l'arc L'Autre, 2 histoires m'ont également marqué. Celle où Tante May trouve Peter dormant dans son appartement couvert de sang, son costume de Spider-Man sur son lit. May découvre enfin la vérité. S'ensuivra une conversation poignante où Peter lui avouera qu'il se sent responsable de la mort de son oncle, car il avait laissé le voleur s'enfuir. May lui avouera également qu'elle se sent responsable de la mort de Ben, car ils se sont disputés juste avant, et que si elle avait fait le premier pas vers lui, il ne serait sans doute pas mort. La deuxième histoire est une histoire sans aucun texte, sans aucune bulle, sans aucun dialogue, dans laquelle on suit une journée ordinaire de Mary Jane à travers ses yeux.
On y voit ses inquiétudes et ses peurs concernant Peter, Spider-Man et May au fur et à mesure de la journée, de la nuit et du temps qui passe. L'arc suivant n'est autre que le controversé Un jour de plus, ou One More Day en VO, qui est sorti dans les comics The Amazing Spider-Man 544-545, dans Friendly Neighborhood Spider-Man 24 et dans The Sensational Spider-Man Volume 2 41, publié de novembre 2007 à janvier 2008. Cet arc suit les événements de Civil War dans lesquels, sous les conseils de Tony Stark, Peter Parker révèle au monde entier son identité pour inciter les autres héros à faire de même et être enregistrés pour la loi de recensement des super-héros. Le caïd enverra un sniper pour tuer Peter, mais c'est Tante May qui recevra la balle et tombera dans le coma. Peter demandera de l'aide à tous ses alliés pour essayer de trouver une solution, mais même le Docteur Strange ne pourra rien y faire. Peter ira même jusqu'à contacter certains de ses plus grands ennemis pour lui venir en aide, mais sans succès. C'est finalement auprès de Mephisto que Peter passera un pacte pour sauver sa tante. Le deal est le suivant, Mephisto modifie la réalité pour que Tante May ne prenne jamais cette balle, et en échange, Peter renonce à son mariage et à sa vie avec Mary Jane. Avant que le sort ne fasse effet, Mary Jane annonce à Peter une phrase poignante. « Je sais au fond de moi qu'on est fait l'un pour l'autre. Quoi qu'il nous impose, quoi qu'il défasse, peu importe. Ce qu'il fera pour nous séparer devra être plus fort que ce qui nous a réunis et soudés. Quoi qu'il arrive. Aucun pouvoir dans tout l'univers n'en est capable. Ni Satan, ni Dieu, ni personne. On se retrouvera, on sera de nouveau ensemble. Je le sais, je ne me trompe pas là-dessus. Je t'aime, Peter Parker. » Et quelques secondes plus tard, on a le droit à un soft reboot du comics Spider-Man, avec nombre de personnages morts revenus à la vie, et un changement drastique d'histoire et d'origin story pour certains, et surtout un Peter Parker jeune et célibataire. Je n'ai personnellement pas aimé cet arc. Hormis la quête désespérée de Peter qui va même jusqu'à demander de l'aide à ses ennemis, et le dialogue final entre MJ et Peter qui est très touchant et qui marque un tournant dans l'histoire du personnage, on tourne ici la page d'une époque dans laquelle Peter avait su évoluer, était devenu adulte, avait de nouvelles responsabilités et surtout quitté un ton d'une œuvre qui avait su évoluer. Beaucoup de scènes se passaient la nuit, les histoires ne manquaient pas de profondeur et de drame pour certaines, mais la ligne éditoriale de Marvel a comme d'habitude tout foutu en l'air en voulant redonner un coup de jeune au personnage principal qui était plus adulte que le public que voulait cibler Marvel. Et comme dans ces cas-là, c'est un pas en avant et deux pas en arrière. Les nouveaux pouvoirs acquis par Spider-Man dans la saga L'Autre, à savoir sa vision nocturne et ses deux dards paralysants, disparaissent, et on repart pour un personnage plus jeune dans son esprit, dont la majorité des scènes vont maintenant se passer de jour, et avec un humour frisant parfois le ridicule pour Spider-Man. La palme à la scène du caleçon à cœur avec Screwball. Avant-dernier arc auquel nous allons nous intéresser, Métamorphose ou Shed en VO, sorti dans les Amazing Spider-Man 630 à 633, écrit par Zeb Wells, illustré par Chris Bacalo et ancré par Tim Townsend et Jamie Mandola. Ce petit arc de 4 épisodes prend sa place dans un arc plus grand nommé The Gauntlet. Dans Métamorphose, on suit Kurt Connors au fond du trou après la mort de sa femme, bossant pour l'industrie pharmaceutique en bas de l'échelle et subissant constamment la pression de ses supérieurs. Dans cet arc, à la manière de la dernière chasse de Kraven, on découvre un protagoniste-antagoniste au bord du gouffre, dont les tourments psychologiques et la folie envahissent petit à petit son esprit. À la suite d'une crise, le lézard prend le dessus sur Connors et le tue en se transformant définitivement en reptile. Mais l'horreur ne s'arrête pas là puisque le lézard dévorera son propre enfant, Billy Connors, au fond d'une ruelle insalubre. Et quand Spider-Man retrouve le cadavre de l'enfant, l'instant est mémorable. J'ai été surpris par cet arc. Je ne m'attendais absolument pas à ce dénouement. Je me disais que de toute façon, après la découverte du corps de Billy Connors dans la ruelle et l'attitude horrifiée de Spider-Man à la fin du numéro, on le reverrait dans le numéro suivant à l'hôpital, juste gravement blessé. C'est un cas classique des comics, d'en faire tout un foin à la fin d'un numéro avec un événement dramatique pour vendre le comic suivant qui dédramatise la situation dès le début du nouveau numéro. Et quelle fut ma surprise quand je compris que cela ne serait pas le cas et que le petit garçon était bel et bien mort. J'ai pris une grosse claque avec cette histoire, qui malgré le fait qu'elle soit plutôt courte, devient à la manière de la dernière chasse de Kraven un autre des piliers de l'histoire de Spider-Man et un must-read absolu.
Abordons maintenant le dernier arc qui, selon moi, doit faire partie de vos lectures. Secret Wars Spider-Man renouveler ses vœux. Cet arc est une entité à part entière puisqu'elle ne fait pas vraiment partie de la continuité classique du tisseur de la Terre 616. En 2018, dans les comics Marvel, les Beyonders débarquent pour détruire la réalité. Enfin, les réalités. Le docteur Fatalis arrive au dernier moment à sauver des fragments de réalité et à recomposer une planète nommée Battle World, comme dans le précédent arc Secret Wars, dans laquelle une version alternative de Peter Parker y vit. Dans cette réalité, Tante May a bien été tuée par le sniper du Caïd pendant les événements de Civil War, et Peter n'a pas passé de pacte avec Mephisto. Peter est donc toujours marié à Mary Jane Watson Parker, qui porte désormais son nom, et tous deux ont une petite fille de 3 ans du nom de Annie. Tout commence avec une enquête des Avengers où Spider-Man est convié pour résoudre le mystère de la disparition de certains héros. La piste les emmène à Augustus Roman et sa société Empire Unlimited. Alors que les héros se rendent sur place, Peter retourne en catastrophe chez lui après avoir appris qu'une évasion massive a eu lieu à Rikers Island. Venom l'attend sur son canapé avec MJ et Annie comme otages. S'ensuit une énorme bataille entre Spider-Man et Venom dans les bâtiments alentours. Devant le danger que représente Venom pour sa famille, Peter tuera Brock en arrachant du sol un pilier porteur, faisant s'effondrer le bâtiment sur lui, alors que le symbiote brûlera dans l'incendie du building. Pendant ce temps, les Avengers arrivent à Empire Unlimited et contemplent Augustus Roman transformé en une créature nommée le Régent. Les héros disparus ont été tués ou capturés par le Régent qui siphonne leur pouvoir. Hulk s'élance pour abattre le Régent, mais celui-ci l'attrape d'une seule main par le cou, lui arrache le bras, le tue et jette son cadavre aux pieds des Avengers. Inutile de vous dire qu'aucun Avengers n'en échappe. Voilà le pitch de cet arc. Devant le succès de ce comics, Marvel décidera de faire 2 suites. Spider-Man renouveler ses vœux 1 et 2, dans lesquels on suit la famille Parker qui a grandi et évolué. Peter a conçu un costume pour Mary Jane avec la technologie du Régent qui siphonne les propres pouvoirs de Peter, et la petite Annie, qui a hérité des pouvoirs de son père, combat également le crime sous les traits de Spiderling. À travers cet arc en 3 grosses parties, on suit une Annie qui grandit entre 3 ans et l'adolescence, ainsi que l'évolution de la relation entre les 3 membres de cette famille hors du commun. Petite confession, cet arc est sorti à un moment où j'avais beaucoup de retard de lecture des comics Spider-Man. Et quand j'essayais de rattraper mon retard en lisant les nouvelles histoires qui découlaient de l'arc One More Day, je commençais à me lasser de lire des histoires avec moins d'enjeux, beaucoup de réchauffés, et surtout de tomber à nouveau dans des pseudo-romances avec de nouveaux personnages féminins spécialement créés pour mettre le bazar dans sa vie, et sans réellement apporter quelque chose au personnage. Comme avec sa colocataire hystérique, Michelle Jones, avec laquelle il n'y a eu aucune romance. Et c'est cette histoire qui m'a fait raccrocher avec cette période un peu pauvre du comics. On retrouve vraiment l'esprit de l'ère Joseph Michael Straczynski, la dualité pouvoir-responsabilité qui avait évolué, des scènes nocturnes et un côté underground, un autre aspect de la vie du super-héros que l'on avait perdu depuis le soft reboot du comics, et surtout des enjeux de taille avec le Régent, digne d'un Thanos à l'échelle de Spider-Man. J'ai vraiment adoré cet arc. Voir l'évolution des personnages comme avec MJ qui tient une boutique de mode et se sert de l'image de Spider-Man pour les vêtements qu'elle vend afin de pouvoir pallier aux difficultés financières qu'ils ont. Ou encore Annie qui essaye de contrôler ses pouvoirs pour passer sous le radar du Régent alors qu'elle grandit et qu'elle se maîtrise mal. La famille réfléchit, trouve des solutions et ils agissent ensemble dans ce comics qui ne tombe pas dans la facilité scénaristique. Nous avons fini d'aborder les différents arcs de comics qui valent le coup d'être lus selon moi. Parlons maintenant des versions alternatives de Spider-Man à travers les différentes réalités des différentes terres. En 1992, Peter David et Rick Leonardi créent Spider-Man 2099 de la Terre 928. D'origine mexicaine, Miguel O'Hara est un brillant généticien de chez Alchemax, une multinationale pourrie qui tente de réaliser des expériences de recombinaison de l'ADN avec des ADN de super-héros ou de super-vilains disparus. Son PDG, Tyler Stone, rendra dépendant Miguel au Nirvana, une drogue dangereuse mais légale, puisque c'est Alchemax qui la fabrique, afin de le manipuler et procéder à des expérimentations borderlines. Miguel se servira de la technologie d'Alchemax pour se débarrasser du Nirvana en recombinant son ADN avec celui d'un échantillon d'ADN de Spider-Man mort depuis bien longtemps.
Chose intéressante à noter, Spider-Man 2099 synthétise de la toile organique sur le dessus de ses mains. Il n'a pas de sens d'araignée dans la version d'origine et possède des crochets tranchants qui lui sortent du bout de ses doigts. L'univers de Spider-Man 2099 se déroule dans la ville futuriste de Nueva York, où l'on retrouve des drones, des voitures antigravité, des hologrammes, des IA et autres technologies avancées. C'est un monde tout en verticalité, avec des gratte-ciel immensément hauts, et une société fonctionnant par niveau. Plus on vit haut dans les immeubles, plus notre classe sociale est élevée. Les thèmes abordés dans ce comics sont plus engagés que dans celui du Spider-Man classique, puisqu'il parlera du contrôle de la société par les trusts et multinationales, des addictions, de la lutte des classes ainsi que de l'esclavagisme moderne au travail. Il sera aussi question de cannibalisme et de sectes. En 2000, sort la version modernisée de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, créée par Brian Michael Bendis et illustrée par le fantastique Mark Bagley, puis par Stuart Immonen et David Lafuente. Ultimate Spider-Man nous raconte une histoire revisitée de Peter Parker sur la Terre 1610, dans laquelle on y retrouve un Peter Parker jeune, avec un côté lycéen plus accentué et de manière parfaitement maîtrisée, qui va suivre des aventures légèrement différentes dans cette réalité. Son origin story est timidement modifiée. C'est au cours d'une visite scolaire chez Oscorp, qui crée des armes biologiques, que Peter y est mordu par l'araignée Double Zéro. Il va développer les mêmes pouvoirs que le Spider-Man classique et va se fabriquer des lance-toiles en terminant la formule d'un adhésif sur laquelle son père travaillait. On apprendra plus tard que ses parents étaient des chercheurs, qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec Eddie Brock Sr. afin de développer un remède contre le cancer, le costume symbiotique. Les origines de plusieurs personnages sont revues et modernisées. Le comics met en avant l'intelligence de Peter et fait la part belle aux sciences, tout en dénonçant son utilisation pour la cupidité des hommes et leur soif de pouvoir. Je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer les grosses intégrales Marvel Omnibus de cette version de Spider-Man. C'est un chef-d'œuvre absolu. L'univers Ultimate a également vu d'autres séries comme Ultimate Fantastic Four et Ultimate X-Men. Mais voilà, quand ces séries s'arrêtent par manque d'audience, les auteurs rapatrient les autres personnages dans la série Ultimate Spider-Man, et personnellement je trouve qu'ils n'y ont pas leur place. En tout cas, pas toute la place qu'ils y prennent. Cela alourdit les histoires et les détourne de l'univers Spider-Man. Surtout avec la fin de la série Ultimate et la mort de Spider-Man. À la fin de la série, on retrouve donc plein de personnages X-Men et autres dans des batailles dont on ne comprend pas grand-chose si on ne lit pas les différents hors-série. C'est pour moi le seul point négatif de cette superbe relecture du personnage. À la suite de la mort de Spider-Man dans l'univers Ultimate, Miles Morales prendra sa suite en 2011. Jeune fils d'un Afro-Américain et d'une mère portoricaine, Miles se fera mordre par une araignée, sortie du sac de son oncle contenant les objets de son vol de chez Oscorp. Miles aura, lui, quelques capacités uniques, comme la bioélectricité ou encore le fait de pouvoir devenir invisible. Il reprend au début un costume très semblable à celui de Spider-Man, mais après une réflexion d'un passant, il va se fabriquer un nouveau costume aux couleurs noir et rouge. En 2009, le scénariste Fred Van Lafuente et le dessinateur Denis Calero créent la série X-Men Noir, mélange entre les magazines pulp, des magazines peu chers et peu qualitatifs au style graphique singulier, et les films noirs. Un nouvel univers Marvel voit le jour, Marvel Noir. Dans cet univers, nombreux héros comme Spider-Man voient leur origin story recréée dans les années 1920 pendant la Grande Dépression, période de crise économique sans précédent aux États-Unis. C'est David Hein et Fabrice Sapolsky qui écriront les histoires du Spider-Man noir, pendant que Carmine Di Giandomenico s'occupera des dessins. Dans Spider-Man noir, l'oncle de Peter est dévoré vivant par le vautour, contrôlé par Norman Osborn sous les ordres de Jimmy Strider, maire actuel de New York, pour se venger de Tante May, qui monte les habitants contre sa politique actuelle et les incite à faire grève. Peter est journaliste pour le Daily Bugle et fait équipe avec Ben Urich. Lors de ses investigations sur le bouffon et les exécuteurs, Peter découvre le corps sans vie de son collègue victime d'une overdose d'héroïne. Cela le conduit dans un entrepôt où un vol d'antiquités maudites a été orchestré par Osborn. Dans une des caisses se trouve la statuette d'une déesse araignée, renfermant avec elle de nombreuses araignées. Peter est mordu par l'une d'entre elles et la déesse araignée le maudit en lui transmettant les pouvoirs de l'araignée. Peter obtiendra le pouvoir de synthétiser naturellement sa toile depuis ses poignets. Il dispose d'un sens d'araignée, d'une force surhumaine et il peut adhérer au mur.
La particularité de ce Spider-Man noir, c'est qu'il porte un revolver, celui de son oncle qui était aviateur pendant la Première Guerre mondiale, et qu'il n'hésite pas à s'en servir. Les thématiques abordées dans Spider-Man noir sont très adultes et sombres. Il y est question de trafic de drogue, de prostitution, d'esclavagisme, de tests sur les animaux et les êtres humains, de corruption politique et de la montée du nazisme. Parlons maintenant des adaptations de Spider-Man à la télévision et au cinéma. Côté télévision, si nous faisons abstraction de l'horrible série télé de 1977 avec Nicolas Hammond, nous n'avons le droit qu'à des séries animées. Parmi toutes celles sorties à ce jour, il y en a deux que je vous conseille fortement. La première, Spider-Man de 1994 avec ses 5 saisons et 65 épisodes. Cette série ressemble énormément à la série Batman de 1992. Pas d'origin story pour cette série, même si le générique fait un peu office d'épisode pilote pour planter le décor. Peter est déjà Spider-Man dans le premier épisode, le ton est sombre, certains épisodes effrayants, voire traumatisants. La palme à l'épisode pilote, La Nuit du Lézard, qui m'a fait faire des cauchemars étant gamin, ou encore certains des personnages comme Morbius, qui ont des destins tragiques. Peter utilise son intellect et réfléchit pour vaincre ses ennemis. Son côté scientifique est bien mis en avant et les personnages sont de manière générale très fidèles aux comics, malgré la modernisation de l'œuvre pour coller à son époque. La musique, dont celle du générique, est très bonne. Le doublage VF est bon et les voix sont marquantes. Mention spéciale à celle de Wilson Fisk, alias le Caïd, interprété par Michel Bebetti, qui a réalisé une performance exceptionnelle et rend la voix du Caïd inoubliable. Seul point négatif de cette série, certaines scènes de balancement de Spider-Man sont de trop nombreuses fois reprises d'un épisode à un autre. Seconde série d'animation que je vous conseille, Marvel's Spider-Man de 2017, avec 3 saisons et 64 épisodes. La série est une totale réinterprétation de l'œuvre originale. On y retrouve Peter Parker, mais aussi Miles Morales, Gwen Stacy et Anya Corazon, qui deviendront tous les 3 des super-héros au pouvoir arachnéen et lutteront contre le crime avec leurs pouvoirs, mais également et surtout avec leur tête. L'accent de cette série est mis sur l'intellect des personnages et leur amour pour les sciences. Il s'agit de petits génies de mécanique, de chimie et de bricolage qui sont dans une école spécialisée pour surdoués. Même si cette série s'éloigne parfois du comics originel quant à la chronologie de l'apparition ou de l'existence de certains personnages, comme avec le personnage d'Anya Corazon, qui ne passe pas par sa phase Aranya avant de devenir Spider-Girl, il n'en reste pas moins fidèle sur le reste. Un véritable tour de force qui raconte de nouvelles histoires fidèles à l'œuvre de base, tout en proposant quelque chose de moderne et de très différent. 2 points noirs au tableau. La réinterprétation du personnage d'Electro en jeune femme, dont la caractérisation et les développements sont au ras des pâquerettes. On ne sait rien du personnage, pas même son nom, ni si elle est liée à un autre Electro, ou encore comment elle a obtenu ses pouvoirs. Et le personnage d'Otto Octavius, un très jeune surdoué, dont le développement s'éloigne beaucoup trop du comics pour coller à celui des films de Sam Raimi. Malgré cela, cette série construit sa propre réalité, son propre univers, tout en conservant l'essence des personnages principaux et les thèmes marquants du comics. Mention spéciale à la série animée Spectacular Spider-Man sortie en 2008. C'est une série fidèle aux comics dans les grandes lignes qui introduit pour la première fois le personnage de Gwen Stacy. Peter et Gwen sont des surdoués qui sont passionnés tous les deux par les sciences qui les rapprochent. Les sciences qui ont d'ailleurs une place importante dans la série. Malheureusement, cette série ne durera que 2 saisons avec 26 épisodes au total au lieu des 5 saisons prévues. La faute au rachat de Marvel par Disney qui entraînera la perte des droits des séries animées de Spider-Man pour Sony. Passons maintenant aux adaptations cinématographiques. Nous avons eu le droit à ce jour à 3 adaptations de Spider-Man au cinéma. La trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire, la duologie de Mark Webb avec Andrew Garfield et la trilogie de John Watts avec Tom Holland. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur ces 3 versions dans 3 vidéos indépendantes dans lesquelles nous analyserons l'adaptation par rapport aux comics, les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles, en prenant du recul et en mettant de côté nos préférences de versions. Pour ce qui est de la trilogie de Sam Raimi, elle commence avec Spider-Man sorti en 2002, Spider-Man 2 en 2004 et enfin Spider-Man 3 en 2007. Dans cette version, nous avons le droit à un Peter Parker établi comme étant intelligent, benêt, qui est le souffre-douleur d'absolument tout le monde, entre les persos principaux, les secondaires, les figurants et le réalisateur, sans oublier les petits fours et les portes. Exit Gwen Stacy, en tout cas dans le premier film, que le réalisateur a choisi de retirer de son adaptation afin de pouvoir avoir une happy end à la fin où Spider-Man sauve la fille qu'il aime.
Enfin ça c'était avant Spider-Man 3 qui verra Gwen Stacy intégrée pour des triangles amoureux. L'histoire est donc remaniée pour avoir Mary Jane comme premier amour. Les personnages sont réécrits comme le Docteur Octopus qui se voit greffer la personnalité de Kurt Connors pour en faire un gentil au destin tragique. Le Bouffon Vert qui entend des voix à la manière du lézard. L'Homme Sable à qui l'on réinvente totalement sa vie avec une femme et une petite fille malade et qui continue de voler pour tenter de la sauver. Ou encore Venom qui n'a pas du tout de personnalité symbiotique. De manière générale, on arrive souvent à relier les personnages des films à d'autres personnages du comics. Le ton de la trilogie est très nanardesque, l'humour est situationnel et souvent lourdingue. Niveau réalisation, on a le droit à des scènes cultes entre le balancement final de Spider-Man 1, les scènes de combat au ralenti en chute libre, Raimi en fait une par film avec chaque méchant, la scène lors du combat du train avec Octopus où Spidey tournoie entre les piliers d'un pont, ou encore celle où Spider-Man en costume noir est assis sur une gargouille sur le toit de l'église sous la pluie. Raimi souffle le chaud et le froid entre la mise en scène d'un Peter Parker constamment ridiculisé et trop peu magnifié pour son intellect, et celle de Spider-Man qui n'a pas de personnalité, dont son humour, qui est totalement absent, mais qui est mis en valeur dans des scènes d'action épiques. Arrive ensuite la duologie de Mark Webb avec les films The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, et The Amazing Spider-Man 2, ou Le Destin d'un héros pour le titre en français, en 2014. Dans cette version, nous avons un Peter Parker intelligent, que l'on voit réfléchir, utiliser son intelligence à la fois en tant que Peter, mais également en tant que Spider-Man, et qui expérimente des choses. Il est le fils d'un scientifique qui reprend les travaux de son père, comme dans la version du comics Ultimate Spider-Man. Peter est montré comme un solitaire depuis l'abandon de ses parents, il n'a pas d'amis, est mis de côté par ses camarades, et est maltraité par Flash Thompson au lycée. On remarquera que ses rares interactions avec les autres sont soit liées à son intelligence, soit à son talent pour la photographie, mais jamais liées à sa personnalité. Exception faite avec Tante May, dont la relation est incroyablement bien décrite et dont les dialogues soignés rendent leur interaction touchante et inoubliable. Spider-Man, quant à lui, possède son célèbre sens de l'humour et s'en sert habilement pour mettre en rogne ses adversaires et les déconcentrer. Dans cette version de Spider-Man, on revient aux origines du personnage avec son premier trauma, à savoir l'abandon de ses parents, qui laissera beaucoup de questions sans réponse au jeune Peter. Et c'est cette quête de réponse qui va conduire ces deux films. Gwen Stacy est présente dès le premier film, avec une famille légèrement modifiée par rapport aux comics, puisqu'elle a maintenant 2 frères, et est le love interest de Peter. Kurt Connors et le lézard sont exactement comme dans le comics, avec des motivations et des personnalités fidèles, malgré une subtile différence puisque Kurt Connors travaille pour Oscorp et a travaillé avec le père de Peter. Dans ces 2 films, on a des protagonistes et antagonistes intelligents qui utilisent la science et leur intelligence pour les faire avancer. Pour ce qui est du deuxième film, Max Dillon, l'alter ego d'Electro, est une caricature ambulante censée apporter de l'humour, mais est totalement raté avec son côté fan de Spider-Man qui s'invente des histoires avec lui, contrairement à Electro qui est fidèle dans ses plans à l'Electro du comics Amazing Spider-Man. L'origine ethnique du personnage est puisée dans Ultimate Spider-Man. Son visuel vient de la série animée 3D de Spider-Man 2003. Et son origin story est tiré de la série animée Spectacular Spider-Man de 2008. Le Rhino est quant à lui inspiré de la version d'Ultimate Spider-Man, à savoir un homme dans un mecha de Rhino. Quant aux 2 bouffons verts, ils sortent tout droit de Spider-Man noir, avec leur visuel de monstre auquel on a ajouté une origine liée à une maladie génétique. De manière générale, les 2 films respectent énormément le comics. On a bien les 3 traumas qui détruisent et reconstruisent Peter Parker Spider-Man, la caractérisation des personnages est bien fidèle, le ton est similaire à celui du comics, les thèmes abordés sont là, mais on relèvera quelques subtiles différences et d'autres moins subtiles. Par exemple, l'intégration de l'ADN des Parker dans les araignées 00 du projet d'Oscorp, la mort du capitaine Stacy qui est due dans le film au lézard, et non à Octopus ou à un imitateur de Spider-Man en fonction des versions du comics, ou encore la mort de Gwen Stacy qui se déroule pendant un combat opposant Harry Osborn en bouffon vert et non Norman Osborn. Côté réalisation, Mark Webb nous offre des scènes de balancement plus incroyables les unes que les autres, servies par des effets visuels magnifiques encore aujourd'hui, des combats dynamiques et haletants ainsi que des postures très araignées pour Spider-Man, dignes des plus belles couvertures et illustrations des comics. Il magnifie également les moments touchants entre les personnages, pleins d'émotions comme avec Tante May ou Gwen Stacy. En 2017, 2019 et 2021 sortent les 3 films de John Watts, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home,
avec Tom Holland dans le rôle principal. Ces films s'intègrent dans l'univers du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Dans cette version, il ne reste quasiment rien du comics, si ce n'est le nom des personnages, le costume et les lance-toiles. Pas d'origin story, malgré une petite explication dans Captain America Civil War qui précède le premier film, et tous les prétextes sont bons pour s'éloigner du matériau de base et faire de l'inédit pour surprendre le spectateur. Peter n'est plus un solitaire, il a des amis au lycée, n'est pas passionné par la photographie, ni même par les sciences, malgré la scène où il fabrique de la toile en 3 secondes lors d'un cours de chimie au lycée. On ne le voit jamais expérimenter des choses, et n'est pas montré comme le génie qu'il devrait être. C'est en revanche une référence sur les éléments de la pop culture. Les enseignants, dont les scientifiques, sont constamment tournés en ridicule, avec des dialogues et des représentations clichés et datées, et les personnages utilisent surtout leurs points et leurs forces pour faire avancer les choses, rarement leur tête ou leur intellect. Dans le premier film, Spider-Man n'a pas de sens d'araignée pour le prévenir du danger. Probablement laissé de côté pour se démarquer des autres films, ou complètement oublié à l'écriture. Tony Stark est omniprésent et remplace maladroitement un oncle Ben totalement absent de cette version, si ce n'est une brève citation d'une phrase dans Civil War. C'est Stark qui lui fabrique son costume et ses nouveaux lance-toiles et sera quasiment toujours le point de départ des méchants ou des points importants de la mythologie de Spider-Man. C'est Stark qui lui fabrique son costume et ses nouveaux lance-toiles et sera quasiment toujours le point de départ des méchants ou des points importants de la mythologie de Spider-Man, comme avec Mysterio dans le deuxième film, dont l'origin story et les motivations sont de se venger de Tony Stark, car il a appelé son invention le vomi. Deuxième film qui corrige l'oubli ou l'absence du sens d'araignée, baptisé pour l'occasion la petite antenne, vilaine analogie sous-entendant un petit pénis, et dont les jeux de mots et les situations dégradantes sont majoritairement tournés vers le sexe. Pour le troisième film, basé sur le multivers, on note la présence de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans le rôle de leur Peter Parker et de leur Spider-Man. Et on retrouve les méchants de leur univers qui conduisent l'histoire. Le ton est plus sombre et la fin laisse une minuscule ouverture à un prochain film Spider-Man plus fidèle aux comics. S'ils abandonnent vraiment les personnages secondaires faits de briques et des brocs, et ce qu'ils ont fait dans les films précédents, comme la fin du film le laisse sous-entendre, ce dont je doute fortement. De manière générale, les thèmes abordés par ces 3 films ne sont pas ceux du comics, hormis le thème de la perte d'être cher dans le deuxième et troisième film. La caractérisation des personnages est complètement différente, on ne retrouve plus l'identité et l'essence des personnages de l'univers de Spider-Man. Cette trilogie de films mainstream oublie littéralement sa base pour faire du drôle et rigolo, qui plaira au plus grand nombre, en oubliant l'épique des scènes avec Spider-Man, et notamment les scènes de balancement, mais surtout et malheureusement en oubliant les thèmes du comics qui font de Spider-Man, Spider-Man. Il existe plus de 60 jeux sur une quinzaine de supports différents. Nous ne les ferons pas tous, seulement les plus marquants et les plus représentatifs de ce qu'est l'homme araignée sur ce média. Le premier jeu vidéo où l'on incarne un Spider-Man pouvant faire tout ce qu'une araignée peut faire, de manière agréable, pour le joueur et en 3D, est Spider-Man, sorti en 2000 sur PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast et PC. Il est développé par Neversoft et édité par Activision. Dans ce jeu, nous pouvons grimper aux murs et au plafond, nous balancer entre les immeubles, entoiler nos adversaires, lancer des boules de toile, construire des dômes de toile protecteurs ou encore combiner nos cartouches de toile avec du magnésium pour faire de la toile de feu. Le jeu est composé de 6 chapitres, représentés par des unes du comics spécialement créés pour le jeu, que l'on débloque avec notre progression. Il s'agit d'un jeu linéaire, on enchaîne les 34 niveaux dans lesquels se cachent les comics de Spider-Man, les collectibles du jeu, dont certains sont assez difficiles à obtenir. On note la présence de 10 costumes, dont 9 à débloquer, qui possèdent chacun des capacités spécifiques, comme la toile illimitée, la force accrue, l'invisibilité, l'invulnérabilité ou la limite de réserve de 3 cartouches de toile à sa ceinture. L'histoire est une histoire inédite, avec de nombreux méchants inspirés des comics et fidèles aux matériaux de base. On retrouve un usurpateur de Spider-Man qui vole une machine fabriquée par Otto Octavius lors d'une de ses conférences. Dans ce jeu, on affrontera le Scorpion, le Rhino, Venom, Mysterio, le Docteur Octopus, Carnage et un méchant créé spécialement pour le jeu. Il est intéressant de noter que le jeu propose une option d'accessibilité baptisée le mode Kid, qui permet aux enfants ou aux personnes ayant de petites mains de se passer des gâchettes L2 et R2 difficiles à atteindre. C'est le premier jeu Spider-Man auquel j'ai joué et il m'a marqué tant par sa qualité que par son contenu optionnel, comme les costumes et les comics. En 2001 sort sa suite, Spider-Man 2 Enter Electro ou La Revanche d'Electro en français, sur PS1,
développé par Vicarious Visions et édité par Activision. Le jeu reprend les mêmes mécaniques que le précédent, obtient un léger léchage graphique et propose une nouvelle histoire à travers 24 niveaux inédits, dont des niveaux dans les rues. On y retrouve des costumes débloquables, tous les anciens, plus 9 nouveaux, dont un costume déchiré. On notera que le costume de base a été visuellement amélioré, puisqu'il y a maintenant des toiles dessinées sur les parties rouges, et Spidey a de la toile sous les bras. On pourra y affronter le Shocker, Hammerhead, le Lézard, l'Homme Sable et Electro. Petite différence avec le premier jeu, on débloque plus de couverture de comics pour les 6 chapitres du jeu, mais des unes du Daily Bugle, en fonction de si on termine avec brio un niveau ou si l'on échoue. Petit reproche, tous les niveaux ne disposent pas de une à débloquer. Il faut donc volontairement perdre dans chaque niveau au moins une fois pour être sûr de toutes les débloquer. On retrouve aussi les comics, au nombre de 32, plus techniques à collecter puisqu'ils vont être exclusifs aux différents niveaux de difficulté. Il vous faudra donc fouiller chaque niveau dans tous les modes de difficulté pour tous les obtenir, ce qui rallonge considérablement la durée de vie du jeu. La difficulté a elle aussi été revue à la hausse et est parfois débile pour également augmenter artificiellement la durée de vie. Mais pourquoi augmenter la durée de vie du jeu ? Eh bien, au moment où le jeu devait sortir, il y a eu les attentats du 11 septembre. La sortie du jeu a dû être retardée pour en modifier son contenu. Certains dialogues ont été coupés, des niveaux ont été supprimés, l'affrontement final avec Electro devait commencer par un pistage via les Speeder Tracers et conduire l'araignée au World Trade Center pour le combat final. La cinématique de fin, quant à elle, a été coupée et raccourcie car elle montrait Thor et Spidey au sommet du World Trade Center. Au final, le jeu laisse un petit goût amer pour sa difficulté mal gérée, servant à pallier les coupes du jeu. En 2002, alors que l'on attend tous un Spider-Man 3 sur PS1 avec les derniers méchants du comics absents des 2 premiers jeux, comme le Bouffon Vert, le Vautour, Kraven ou encore le Chacal, sort l'adaptation en jeu vidéo du film de Sam Raimi, Spider-Man, sur PC, PlayStation 2, GameCube et Xbox. Développé par Treyarch et édité par Activision, on y incarne un Spider-Man plus souple et aérien à travers 22 niveaux. Le balancement a été intégralement revu et se balancer entre les immeubles est grisant. Mais là où le jeu fait très fort, c'est qu'il reprend la trame générale du film en y intégrant de nouveaux chapitres et en développant des sous-éléments du film pour en faire de véritables niveaux et combats de boss. Comme avec l'attaque dans le métro, qui est en réalité provoquée par le Shocker dans le jeu vidéo, mais totalement absent dans le film. On notera la présence d'une jauge de toile qui diminue et se recharge toute seule afin d'éviter de spammer les attaques de toile, car dans cette version, les toiles de Peter sont organiques. Le jeu est pauvre en collectibles, on récupère des araignées dorées qui nous débloquent de nouveaux combos, et à la fin de chaque niveau, on gagne des points qui nous permettent de déverrouiller du contenu bonus dans une boutique du menu, comme un mini-jeu de bowling qui est excellent. 3 costumes, à savoir Peter Parker, le costume de catch et la version du film designée par Alex Ross, mais également la possibilité de refaire le jeu en tant qu'Harry Osborn avec le costume et le planeur du Bouffon Vert pour enquêter sur la disparition de son père. Ce n'est pas un nouveau jeu, mais les lignes de dialogue sont changées et on a vraiment l'impression de vivre une nouvelle aventure. Cerise sur le gâteau, avec tous les gadgets du Bouffon Vert dont le planeur, la jouissance est extrême. 2 ans plus tard, en juillet 2004, sort l'adaptation du film Spider-Man 2. Développé par Treyarch pour les versions PS2, Xbox et GameCube et édité par Activision, Spider-Man 2 offre la possibilité pour la première fois d'avoir accès à un monde ouvert, avec de nombreuses missions aléatoires qui popent partout dans la ville. Moins beau que son prédécesseur et techniquement pauvre, on note des rues presque vides de voitures et de passants. Contrairement à un GTA où cela fourmille beaucoup plus, le jeu offre malgré tout une expérience toute nouvelle dans la peau de Spider-Man qui cette fois-ci voit son balancement beaucoup plus réaliste puisqu'il faut obligatoirement s'accrocher à des buildings contrairement à son prédécesseur où la toile s'accrochait dans les nuages. On a quelques acrobaties inédites comme tournoyer autour de poteaux ou de feux tricolores, quelques niveaux en intérieur et de nombreuses missions annexes en extérieur comme la livraison de pizza, les rendez-vous avec Mary Jane ou encore prendre des photos pour le Daily Bugle. Malheureusement, ce sont toutes des missions timées où l'on doit simplement atteindre un ou plusieurs objectifs dans le temps imparti. Le jeu se découpe en 17 chapitres qui retracent l'histoire du film, agrémentés de chapitres et de boss inédits. On retrouve la boutique dans laquelle on peut acheter des améliorations de combat ou de balancement pour le personnage à l'aide de points de héros qui nous sont attribués via les missions annexes ou les fins de chapitre. Point noir au tableau, aucun costume à débloquer dans ce jeu.
L'année suivante, en octobre 2005, sort le magnifique Ultimate Spider-Man, adaptation du comics du même nom. Développé par Treyarch et édité par Activision pour les versions consoles de salon, à savoir PS2, Xbox et Nintendo GameCube, la version PC est un portage de Binox. Quant aux versions Game Boy Advance et Nintendo DS, c'est Vicarious Visions qui s'en charge. C'est une énorme claque graphique. Le jeu est un monde ouvert en cel shading qui représente à la perfection la vision de l'illustrateur du comics, Mark Bagley. Les personnages collent parfaitement aux comics, les couleurs sont chatoyantes, le jeu est beau, la lumière est gérée à la perfection, les cinématiques sont présentées à la manière de pages de comics qui s'animent, un vrai plus pour la narration. Narration du jeu qui reprend l'arc du costume symbiotique après une brève intro sur la genèse de Spider-Man dans cette version du comics. L'humour est omniprésent, les scènes entre les personnages sont touchantes. Côté gameplay, on se retrouve avec un monde ouvert, moins vertical et plus petit que le jeu précédent, mais beaucoup mieux maîtrisé. Il y a toujours quelques voitures ou piétons par-ci par-là, évitant ainsi des zones quasi désertiques. Pour ce qui est des boss, on affronte Venom, Wolverine, le Rhino, Electro, le Scarabée, le Bouffon, Silver Sable et Carnage. Niveau collectible, on est bien servi. On peut récupérer différents jetons, comme les 75 jetons comics qui débloquent des artworks, les 15 jetons monuments et les 100 jetons secrets qui font avancer l'histoire et débloquent des costumes. 3 ans plus tard, en octobre 2008, sort Spider-Man, le règne des ombres. Il est édité par Activision et développé par Treyarch et Shaba Games sur PS3, Wii et Xbox 360, par Aspyr pour la version PC, par Kryptonite Games pour la version Nintendo DS et par Amaze Entertainment pour les versions PS2 et PSP. Le jeu est assez original et propose pour la première fois un aspect RPG. En effet, à l'aide de points d'expérience, on peut gagner des niveaux et améliorer 3 arbres de compétences. L'arbre du combat au sol, l'arbre du combat aérien et l'arbre du combat sur les murs. Côté histoire, on retrouve Venom qui, après avoir blessé Mary Jane Watson, tente de tuer Spider-Man. Venom recontamine Spider-Man avec un bout de son symbiote et laisse derrière lui des nids de symbiotes qui prolifèrent et contaminent la ville. Niveau boss, on affrontera Black Cat, le vautour, Wolverine et Electro, chacun de ces boss en version classique, mais également chacun de ces boss en version symbiotique. On affrontera également Venom comme boss final. Vous l'aurez compris, on pourra alterner entre le costume rouge, plutôt aérien et rapide, et le costume noir, plutôt lent et fort au sol. Ils ont tous deux des capacités spéciales à débloquer, obligeant le joueur à changer de costume en fonction de ce qu'il veut faire. Le jeu dispose d'un système de voix que l'on peut suivre, la voix du costume rouge, soit la bonne voix, et la voix du costume noir, soit la mauvaise voix. Il existe 4 fins différentes au jeu. Si vous comptez faire le jeu et que vous ne voulez pas vous spoiler, rendez-vous à ce timecode. Mon intuition d'araignée m'avertit d'un danger. La première fin, la fin rouge plus, s'obtient en choisissant quasi systématiquement la voie rouge quand on vous propose le choix entre les deux voies. Dans cette fin, Manhattan est sauvé et revient à la normale, Peter se réconcilie avec Mary Jane et ils se baladent tous les deux dans la ville lors de la dernière scène. La seconde fin, la fin rouge moins, s'obtient de la même manière, à ceci près qu'il faut infecter la chatte noire avec le costume symbiotique. Dans cette fin, Manhattan est également sauvé, mais Mary Jane est furieuse contre Spider-Man. Peter l'appelle et lui laisse un message sur sa boîte vocale pour s'excuser et espérer qu'elle lui pardonne un jour. La troisième fin, la fin noir plus, s'obtient en choisissant quasi systématiquement la voie noire quand on vous propose le choix entre les deux voies, à ceci près qu'il faut laisser la chatte noire sous la garde de Mary Jane à un moment crucial du jeu. Dans cette fin, Spider-Man en costume symbiotique règne sur la ville et promet de récupérer Mary Jane. Black Widow, le Caïd, le Bricoleur et Wolverine symbiotique se liguent ensemble pour trouver et tuer Spider-Man. La quatrième fin, la fin noir moins, s'obtient en choisissant quasi systématiquement la voie noire quand on vous propose le choix entre les deux voies. Spider-Man devient le nouveau leader de l'armée symbiotique et domine Manhattan, avec Chatte Noire comme reine et nouvelle amante. Black Widow, le Caïd, le Bricoleur et Wolverine symbiotique se liguent ensemble pour trouver et tuer Spider-Man. 2 ans plus tard, en septembre 2010, Spider-Man arrive chez le studio Binox qui nous sort Spider-Man Dimensions sur PS3, Xbox 360, Wii et Nintendo 3DS. Sur Nintendo DS, c'est Kryptonite Games qui se chargera du développement. Ce nouveau jeu a un concept inédit puisqu'il s'agit d'un jeu où l'on incarne 4 Spider-Man de dimensions différentes. Le Spider-Man classique, le Spider-Man de l'an 2099, à savoir Miguel O'Hara,
le Spider-Man noir des années 1930 lors de la Grande Dépression, et enfin Ultimate Spider-Man en costume symbiotique, qui est un Spider-Man remis au goût du jour, plus moderne et légèrement différent de l'original. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque pour chaque Spider-Man que l'on va incarner, on aura le droit à un gameplay différent et à une patte graphique différente. Pour le Spidey classique, on a un design très bande dessinée et un gameplay de jeu de plateforme aventure. Pour Spider-Man 2099, on a un visuel réaliste avec des niveaux principalement en verticalité. Pour Spider-Man noir, on a un visuel très magazine pulp avec une désaturation des couleurs et un énorme travail sur le noir et blanc, pour un gameplay tout en discrétion et en infiltration. Et enfin pour l'Ultimate Spider-Man, on a du cel shading et une approche plutôt beat'em up. C'est cette fois-ci Mysterio qui est au cœur de l'intrigue, en volant la tablette de l'ordre et du chaos, qui est brisée dans son affrontement avec Spider-Man, ce qui nous laisse la possibilité de jouer les 4 Spidey différents. Les Spider-Man peuvent être améliorés grâce à des capacités pour tous les Spider-Man ou pour un Spider-Man en particulier, débloquables grâce à des essences d'araignée que l'on obtient en battant des ennemis, en cassant des éléments du décor ou encore en réalisant des défis dans la toile du destin. A noter que l'on trouve des collectibles sous forme d'araignées dorées et que l'on peut également débloquer des costumes au nombre de 20, 5 pour chaque version de Spider-Man. Côté boss, on affronte Kraven, Hammerhead, le super bouffon, Electro, l'homme sable, le vautour, le scorpion, Deadpool, le fléau, le bouffon, la Docteur Octopus, Carnage et Mysterio. Le jeu est assez linéaire, il se compose de 13 niveaux, 3 pour chaque Spider-Man, se finissant tous par un boss, et un niveau final où les 4 Spider-Man affrontent Mysterio. Il s'agit du premier jeu Spider-Man proposant un système de rang à la fin de chaque niveau qui dépend des points de combo obtenus, du nombre d'emblèmes d'araignées collectés et du temps mis pour boucler le niveau. Le système a 4 rangs, platine le meilleur, or, argent et bronze le moins bon. Spider-Man aux frontières du temps sort 1 an seulement après Dimensions. Et tout de suite, la presse et les joueurs crient au scandale. La suite de Dimensions n'a que 2 Spider-Man à incarner. C'est nul! Alors stop, on se calme et on recommence. Spider-Man aux frontières du temps n'est pas la suite de Spider-Man Dimensions. C'est un autre jeu, une autre histoire. Alors oui, on peut comprendre que certains joueurs soient un peu frustrés car il n'y a que 2 Spider-Man à incarner, mais malgré cela, l'histoire tient la route, est plus aboutie que celle de Dimensions, en même temps c'était pas trop compliqué, a un ton plus sombre et tragique et elle prend aux tripes. Spider-Man meurt tué par Anti-Venom et c'est Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099, qui porte sa dépouille dans le menu principal du jeu. Miguel va essayer de découvrir dans sa timeline les éléments qui ont conduit à la mort de Peter Parker Spider-Man dans son époque. Ils vont travailler main dans la main afin d'éviter la mort de Spider-Man en interagissant ensemble pour que les événements du passé changent le futur. Aussi, on aura par exemple des pièces dans des bâtiments qui disparaîtront ou apparaîtront, des ennemis qui changeront, des pièges qui apparaîtront et des boss que l'on affrontera dans les 2 époques. Alors certes, le jeu reprend beaucoup du précédent, comme les mouvements du personnage, mais offre un lieu mythique à découvrir, Alchemax. Exit le monde ouvert de Manhattan et les gratte-ciel. Ici, on est au cœur d'un bâtiment technologiquement avancé, et il faut parfois savoir miser sur l'infiltration. Le jeu sort sur PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS et 3DS. Il est édité par Activision et développé par Binox sur toutes les plateformes, à l'exception de la Nintendo DS, car c'est le studio Other Oceans Interactive qui s'en chargera. Dans ce jeu, on récolte des araignées d'or cachées dans les niveaux pour améliorer les caractéristiques de son personnage, et de l'énergie temporelle en interagissant avec les éléments du décor, en battant des ennemis ou en les récoltant simplement au sol pour améliorer ses capacités de combat. On peut débloquer des améliorations pour le Amazing Spider-Man, le Spider-Man 99 ou les 2 Spider-Man. Côté boss, on affronte Anti-Venom, Black Cat, l'Atrocité, un vilain créé spécialement pour le jeu, et enfin un boss final dont je ne révélerai pas l'identité, créé lui aussi pour le jeu. J'ai adoré ce jeu, même si je trouve que les développeurs auraient pu faire plus d'interactions et de conséquences entre les 2 époques, avec pourquoi pas des énigmes temporelles, des changements optionnels débloquant des segments bonus avec à la clé des collectibles à récupérer, ou encore la possibilité de changer directement de temporalité.
Et quelle fin! Le grand méchant final qui tire toutes les ficelles m'a surpris au plus haut point et son discours éloquent avant la bataille finale m'a laissé sans voix. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Niveau costume, on a 28 costumes à débloquer en tout. 14 pour le Amazing Spider-Man et 14 pour Spider-Man 2099. Certains se débloquent en ayant une sauvegarde de Spider-Man Dimension sur sa console. D'autres via des codes à entrer dans le menu et d'autres s'obtiennent dans le jeu en reportant des groupes de défis à réaliser dans les niveaux. Ces défis sont accessibles directement depuis la toile des défis en appuyant sur une touche de la manette. En juin 2012 sort The Amazing Spider-Man sur PS3, Xbox 360, PC, Wii, DS, 3DS, smartphone, puis en 2013 sur Wii U et PS Vita. Il est développé par Binox sur toutes les plateformes à l'exception des versions téléphone, développées par Gameloft, et de la version PS Vita développée par Mercenary Technology. Le jeu n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, une adaptation du film, mais est sa suite. Et c'est là le véritable tour de force de Binox. Raconter une autre histoire avec comme base le film de Mark Webb, et c'est une incroyable réussite sur tous les plans. Il s'agit d'un monde ouvert avec des niveaux en intérieur pour certains pans du scénario. Côté histoire, on retrouve Peter et Gwen luttant contre un virus se propageant des expérimentations de Kurt Connors et qui viennent à lui demander de l'aide pour guérir les gens. Gwen est infectée par le virus et Peter n'a d'autre choix que de faire évader Connors de Ravencroft pour qu'il trouve un remède. Peter doit s'occuper de l'appartement d'un ami de sa tante May, Stan, qui sert de hub central. On y retrouve un placard dans lequel on y stocke tous les costumes débloqués dans le jeu, à savoir 11 costumes en tout, soit en finissant des chapitres particuliers, soit en trouvant des tags d'araignées rouges disséminés sur les murs de la ville comme à la fin du premier film. On y retrouve également Connors pour les missions principales, ainsi qu'une carte avec les précédents chapitres se déroulant en intérieur et leur complétion avec les pages de comics récupérées, les manuels d'Oscorp, les pièces tech et les photos à prendre. En fonction du nombre de pages de comics trouvées, on débloque des couvertures de comics dans la galerie, comme dans les premiers jeux Spider-Man sur PS1. On dispose dans le jeu d'un prototype de téléphone de chez Oscorp, un Osphone, grâce auquel on a accès à une carte et mini-carte pour les objectifs principaux, secondaires et missions annexes, des messages pour le lore, les améliorations de personnages et les améliorations tech pour nos équipements, comme le lance-toile. Le jeu est épique. Les combats contre certains boss énormes sont dantesques et le gameplay du jeu est aux petits oignons. Cerise sur le gâteau, un des costumes avec lequel on démarre le jeu est le même que celui du film, mais avec une ceinture contenant des cartouches de lance-toile en plus, de quoi faire plaisir aux fans du comics. Seule fausse note au tableau, l'étoile qui s'accroche dans les nuages. En septembre 2018, sort sur PlayStation 4 l'exclusivité Marvel's Spider-Man, développée par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment. En novembre 2020, il sera upgradé pour la version PS5 avec un redesign de Peter et sera porté sur PC en 2022 par Nixxes Softwares. Ce jeu est un condensé de tout ce qui a fonctionné dans les précédents jeux Spider-Man, avec une histoire inédite, et en bonus un Peter Parker magnifié et bien développé à travers des chapitres dédiés et des puzzle games liés aux sciences. Peter ressemble visuellement à l'acteur Andrew Garfield, sa voix est celle de son doubleur Donald Renew. Côté antagoniste et boss, on retrouve un Dr Octopus proche de celui du film de Sam Raimi, mais retravaillé pour que sa personnalité soit plus proche de celle du comics, et des super vilains jamais vus dans les précédents jeux comme Mister Negative ou encore le Caïd. Parmi les missions principales du jeu, on pourra affronter d'autres ennemis comme Taskmaster, le Shocker, Screwball, le Rhino, Electro, le Scorpion et le Vautour. Le jeu nous propose un monde ouvert gigantesque avec un Peter qui a la vingtaine et 8 ans d'ancienneté en tant que Spider-Man. Il va prendre sous son aile le jeune Miles Morales pendant que New York se livre à une guerre des gangs après qu'il ait arrêté le Caïd. Le jeu est magnifique. On a le droit à une 50aine de costumes, dont les costumes des 3 différentes adaptations cinématographiques, ainsi que celui du film d'animation Spider-Man New Generation, et un costume créé spécialement pour le jeu. On a des gadgets que l'on peut améliorer, comme les lance-toiles, les spider-bots ou encore les pièges de toile, ainsi que des compétences que l'on débloque à l'aide de points d'expérience. Les costumes bénéficient d'emplacements de modes, comme par exemple réduire les dégâts subis, gagner plus d'XP ou encore infliger des dégâts aux ennemis alentours lors d'une esquive parfaite réussie. Le jeu se déroule en 43 missions principales, plus 16 missions secondaires, et se verra greffer 3 DLC, The Haste avec Black Cat,
Turf Wars avec Hammerhead et Silver Lining avec Silver Sable. J'ai personnellement adoré ce jeu. Cela faisait longtemps depuis Infamous sur PS3 qu'un jeu ne m'avait pas autant happé dans son univers et fait oublier les heures de jeu au point de devoir s'arrêter pour manger avant de repartir de plus belle. Personnellement, je n'aime pas le costume exclusif au jeu. Le logo de l'araignée blanche trouve une justification scénaristique très intéressante, mais niveau visuel, je n'accroche pas. Il est trop gros et semble jurer avec le reste du costume. En revanche, le costume classique a été magnifié par les développeurs et devient à ce jour le plus beau costume classique de Spider-Man dans les jeux vidéo. Pour ce qui est de l'histoire, je trouve qu'Insomniac a fait des choix trop radicaux en s'éloignant trop du comics. Si vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous à ce timecode. Mon intuition d'araignée m'avertit d'un danger. Dans le jeu, un virus se répand et plusieurs personnages sont contaminés, dont Tante May. Malheureusement, à la fin du jeu, Peter devra faire un choix, injecter l'antidote à Tante May et la sauver en condamnant la ville, ou laisser mourir Tante May pour utiliser l'antidote afin d'en produire à grande échelle et sauver la ville. Évidemment, le choix de Peter va se porter sur le plus grand nombre et Tante May mourra dans le jeu. Mon intuition d'araignée m'avertit d'un danger. Mis à part cela, le jeu reste fidèle aux comics et magnifie l'intelligence de Peter Parker avec les personnages où on l'incarne et en mettant sur le devant de la scène les sciences et leur application dans le monde réel. Il est à noter que lors du générique de fin, Insomniac a indiqué les différentes lignes de code des autres jeux utilisés dans celui-ci. 2 ans plus tard, le 12 novembre 2020, sort le standalone Marvel's Spider-Man Miles Morales sur PS4, PS5 et PC. Créé et édité par les mêmes équipes, le jeu devait être d'abord une suite, puis un DLC pour finalement être un standalone, c'est-à-dire un jeu à part entière, sans avoir l'obligation d'avoir le premier jeu pour jouer à celui-ci. Dans ce jeu, on incarne Miles Morales, que Peter a pris sous son aile, et qui commence à développer des pouvoirs dus à la piqûre qu'il a eue dans le précédent jeu. Marvel's Spider-Man Miles Morales est plus court que Marvel's Spider-Man, environ une vingtaine d'heures pour en venir à bout à 100%. Mais il est tout aussi bien maîtrisé et bénéficie d'une atmosphère particulière en se déroulant à la période de Noël et principalement dans Harlem. Peter quitte New York quelques semaines avec MJ et laisse à Miles la responsabilité de veiller sur la ville. Comme dans le jeu précédent, on dispose de gadgets à améliorer, de compétences à débloquer via l'XP gagné, des modes de costumes et d'une vingtaine de costumes à débloquer. Le jeu se compose de 15 missions principales et de 5 missions secondaires, des collectibles à récupérer sous forme de cartes postales et de boss à affronter parmi lesquels le Rhino, le Rôdeur et le Bricoleur. Spider-Man Miles Morales intègre un personnage féminin muet avec laquelle converse Miles grâce au langage des signes et apporte une touche émouvante à l'histoire avec ses échanges. Seul point noir, le visage de Peter Parker a été entièrement modifié, car d'après l'équipe de la motion capture, les os de la mâchoire du précédent acteur posaient problème. Voilà l'excuse officielle. Bon, ils pensaient peut-être qu'on était assez idiots pour ne pas avoir remarqué que le visage du Peter du précédent jeu ressemblait un peu trop à celui d'Andrew Garfield et que le visage du nouvel acteur ressemblait beaucoup à celui de Tom Holland. De mon point de vue, il s'agit d'une manœuvre de Marvel dans le but de se rapprocher du visage du Peter des films en cours. Du coup, on se retrouve avec un Peter Parker d'environ 25 ans qui fait plus jeune qu'un Miles Morales d'environ 18 ans. Marvel's Spider-Man 2 sort le 20 octobre 2023 sur PS5 et le 30 janvier 2025 sur PC. Créé et édité par les mêmes équipes, le jeu est la suite des 2 précédents jeux sortis. On retrouve cette fois-ci Peter Parker et Miles Morales, tous les 2 jouables à tour de rôle, à travers 22 missions principales et 11 missions secondaires. Peter et Miles tentent de trouver un équilibre dans leur vie alors que Spider-Man est contaminé par un symbiote. Carrie Osborn sort de son coma et que Kraven arrive à New York dans le but de chasser les individus possédant des pouvoirs. Contrairement au premier opus, il n'y aura pas de DLC dans celui-ci. On affrontera l'Homme-Sable, le Lézard, Mister Négative, Scream, Wraith, Mysterio, Kraven et Venom. Comme avec les précédents jeux, on a des gadgets à améliorer, des compétences à débloquer, des modes de costumes et des costumes à débloquer. 39 costumes pour Peter, avec comme petite nouveauté des variations de couleurs pour la majorité d'entre eux. Et 39 costumes également pour Miles,
qui, comme pour celui de Peter, possède des variations de couleurs. On notera également l'ajout d'une nouveauté, les toiles aérodynamiques sous les aisselles des Spider-Man, qui leur permettent de planer sur de longues distances. Bon, en vrai, avec ça, Spider-Man vole. Ouais, c'est un peu abusé. On retrouve un monde ouvert, la capacité d'utiliser le symbiote et de débloquer des compétences sur un arbre de compétences qui lui est propre. Cerise sur le gâteau, il y a 2 costumes symbiotiques liés à l'histoire, en fonction de l'avancement de la prise de contrôle du symbiote sur Spider-Man. Le jeu reste fidèle aux comics dans les grandes lignes, même s'il semble bouleverser un peu la chronologie des événements. On n'a aucune mention d'un bouffon vert, ni de Gwen Stacy ou de sa mort, alors que Norman Osborn utilise déjà le symbiote. Encore une fois, les sciences sont magnifiées avec Peter et Harry via la fondation de Harry, et les mini-jeux Puzzle Games qui y sont liés. Kraven est très bien écrit et le personnage est intéressant comme antagoniste, il est violent, impitoyable et surpuissant, peut-être même un peu trop vu l'hécatombe qu'il provoque. On a fait le tour des jeux vidéo Spider-Man qui selon moi valent vraiment le coup d'être faits. J'aurais pu citer quelques mentions spéciales comme Spider-Man la bataille pour New York sur Nintendo DS qui m'avait vraiment plu à l'époque, ou encore The Amazing Spider-Man 2 qui sur le papier avait de bonnes idées, avec des séquences avec des choix de dialogue où l'on incarne Peter mais qui n'ont malheureusement pas d'impact sur la narration, les stations technologiques qui nous permettent d'obtenir de nouveaux costumes, mais qui dans la réalisation et surtout la narration laissent clairement à désirer, et notamment avec l'absence de cinématique ou d'explication après avoir battu certains boss, à la manière de Spider-Man 3, qui comme The Amazing Spider-Man 2 était sorti avant le film et donc ne voulait pas spoiler le potentiel futur spectateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel excellent jeu vidéo Spider-Man j'ai manqué ou tout simplement celui que vous préférez. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Nous arrivons au bout de la bande. Merci d'avoir écouté cette cassette audio. J'espère que vous avez découvert des informations sur le personnage qui vous étaient inconnues. J'espère également vous avoir fait prendre conscience des différences qu'il y a entre les adaptations cinématographiques et vous avoir donné l'envie d'en découvrir plus via les différents arcs du comics. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Manoir des Geeks pour une nouvelle cassette audio.